début 2023, on a décidé de loguer tous nos lecteurs. De se dire, bon, c'est super, on a une audience anonyme, on a 11-12 millions par mois, on en a 2,5 millions par jour. Mais on avait 15-20% d'utilisateurs logués, gratuits. Donc là, on a fait un grand plan pour accélérer là-dessus. Aujourd'hui, là, on est à 80% de notre audience sur les apps qui est loguée au quotidien. Et aujourd'hui, le CRM et le mailing commencent à être un gros levier d'acquisition d'abonnés. Parce qu'on peut leur parler, c'est nos membres, on les connaît, on peut les cibler, on peut les travailler. Et aujourd'hui, ça devient un gros levier de recrutement. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de l'équipe. Emmanuel, salut. Salut François. Et bienvenue pour ce deuxième passage. Tu as été un des premiers invités de Mediarama. C'était en 2020. Donc merci d'accepter de revenir. C'est que c'était pas si pourri que ça. Non, ça fait très plaisir de revenir. Bon, cool. C'est top. Et donc 4 ans après, voilà, il y a forcément plein de choses qui ont changé. À l'époque, on avait parlé d'accélération, de la digitalisation, de la plateformisation. C'était un peu le nouveau projet de l'équipe, évidemment de croissance des abonnements numériques. Vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé, grosso modo? Si on doit prendre un petit peu de hauteur et de regarder dans le rétroviseur, 4 ans plus tard, c'est quoi les grandes tendances? Je pense qu'on est vraiment devenu une plateforme. Ouais, ça y est, ça c'est coché. C'était le projet. Je pense qu'on s'était vu un peu après le Covid ou un peu après entre les confinements. Ouais, exactement. Et donc, en 2021, on a lancé ce qu'on maintenant on appelle notre plateforme. On est passé d'un site à une plateforme, avec notamment deux grosses nouveautés qui sont notre espace de documentaire, l'équipe Explore, et nos chaînes linéaires numériques, l'équipe Live 1, l'équipe Live 2, qui ont été les vrais changements. Et puis une forte accélération sur l'abonnement numérique. Ouais. Donc c'est ça, en 4 ans, c'est vraiment ça le gros changement, et tant dans le modèle économique que dans ce qu'on peut produire comme contenu. Ouais, sur l'édito. On peut avoir quelques chiffres aujourd'hui, en 2024, il y a combien d'abonnés? Alors là, on va passer dans les jours qui viennent les 200 000 abonnés payants. D'accord. Et alors, ces abonnés, tu peux préciser papier, intégral, papier numérique. Nous, c'est toujours un peu Nous, c'est 100% numérique, parce qu'on n'a pas d'abonnés papier. D'accord. Oui, pardon. Non, mais c'est l'occasion de le rappeler. En plus, allez écouter l'épisode, pour bien comprendre un peu pas d'abonnés papier, le modèle de l'équipe en kiosque. Parce qu'on boucle trop tard à cause des événements sportifs qui ont lieu le soir. Donc on peut pas être chez les gens le matin. Donc on n'a pas d'abonnés papier. Donc c'est 200 000 abonnés numériques qui payent entre 6,99 € et 15,99 € par mois. Avec aussi quand même une petite nouveauté, c'est qu'on avait jusque-là un deal de distribution avec Canal, qu'on a arrêté à la fin de l'été 2023, donc qui était assez structurant. Donc je sais plus ce que j'avais donné comme chiffre d'abonnés il y a 4 ans. On était peut-être plus haut que ces 200 000. Parce que Canal nous apportait beaucoup d'abonnés, mais c'était des gens qui ne payaient pas chez Canal. Ouais, c'était dans les bundles, un peu les avantages. Les avantages Canal, donc ça on a arrêté, parce que c'était pas assez rémunérateur pour nous. Parce que tu peux te dire virtuellement, ça coûte rien, c'est juste de la distrib. C'est de la distrib, mais nous il y a un point on ne veut plus, c'est que les gens se disent que l'équipe ça peut être gratuit. Ouais. L'équipe c'est payant, l'équipe c'est une valeur ajoutée éditoriale, et ça peut pas être gratuit, ça peut pas être une petite cerise sur le gâteau qu'on offre aux gens. Ça c'est toujours le grand sujet, donc vous n'êtes plus sur caféine. On n'est plus sur caféine. Sur aucun kiosque. Aucun kiosque. On arrête les deals de distribution d'inclusion. D'accord. On fait que des deals de distribution d'options. Donc t'as Bouygues et Orange qui vendent notre abonnement à 9,99 €. Oui, ça c'est le temps qu'ils vendent des abonnements à l'équipe. Voilà, ils vendent des abonnements. Pas partie de bouquets, de choses comme ça. Et ça c'est une volonté forte qui est maintenant de graver dans le marbre. Graver dans le marbre. Écoute, jusqu'à la prochaine fois. Et ça, je pense que c'est aussi une vraie volonté de maîtriser notre client, d'avoir un client qui paye, avec qui on crée une relation, et pas faire du volume pour des revenus, parce qu'on sait que c'est, entre guillemets, c'est court terme, et à moyen et long terme, ça sera pas bénéfique. Ouais.
Puis vous êtes une de ces marques comme qui peut se le permettre, une marque forte, les gens viennent et s'abonnent. Évidemment. Bah, tu prends 1 ou 2 abonnements et si t'aimes le sport, tu t'abonnes à l'équipe. Donc c'est aussi ce privilège quelque part, ce luxe que vous pouvez vous permettre. Ouais. Et après l'autre partie de notre modèle, c'est l'audience. Où là on est un peu en retrait par rapport à quelques années où voilà, on est autour entre 11 et 12 millions de visiteurs uniques par mois, 2,5 millions par jour. Voilà, on a une base très fidèle. On a peut-être un peu plus de mal à toucher les occasionnels aujourd'hui qu'avant. D'accord. Pourquoi? Tu saurais expliquer réseaux sociaux. Voilà. La guerre de l'attention, les gens vont réseaux sociaux, sur Google, peut-être plus avec une concurrence qui est plus forte, notamment sur Google, sur le sport. Où on a notamment là, ces derniers mois, nos amis de l'information générale ont beaucoup investi dans le sport. Ouais. Donc voilà, une concurrence plus forte. Discover, sur lequel on est un peu moins clickbait, un peu moins putaclic que d'autres. Ouais. Dans mais le sport. Que vous revendiquez aussi. Et qu'on revendique. Mais voilà, ça a un effet sur notre audience occasionnelle. Sur nos fidèles, on continue d'en avoir et même, entre guillemets, ils augmentent. Mais voilà, sur les gens qui viennent de temps en temps, on est un peu plus... Voilà. Mais bon, voilà, on reste assez puissant avec toujours le chiffre, celui-là qui n'a pas bougé d'1,5 milliard de pages vues par mois. D'accord, voilà. donc les gens quand ils viennent, ils consomment. Il y en a un peu moins qui viennent, mais ceux qui viennent, ils consomment plus qu'avant. Donc. Et si tu devais tirer une équation économique de ça, c'est mieux d'avoir moins de personnes qui viennent, qui restent plus longtemps et qui s'abonnent, ou les occasionnels? Parce qu'en fait, on a sorti là justement sur la newsletter de Mediarama un article, on sait bien que les gens ne s'abonnent pas, et les occasionnels, c'est compliqué. Ils viennent pour un article, mais pas pour ton média. Donc après, tu peux le puber et le monétiser. L'occasionnel, c'est vraiment pour la pub, pour la puissance, pour l'audience, et pouvoir vendre une exclue jour à un annonceur et lui dire t'as tant de milliers de personnes qui sont venues aujourd'hui. Ouais. Donc ça peut varier. Mais au final, ce modèle de peut-être avoir un peu baissé en gratuit pour gagner en payant, il est vertueux. On gagne plus d'argent qu'avant. Ouais. Les revenus issus du numérique sont plus importants. Ouais. Et donc, au final... l'équation est bonne au final. L'équation est bonne. Mais comme on essaye d'avoir ces deux jambes et de faire développer ces deux jambes, voilà, l'objectif, c'est que les deux, au moins la partie gratuite, soit stable. Ça, c'est notre enjeu, ou en légère progression. Et évidemment, une forte croissance sur la partie payante et l'abonnement. C'est un arbitrage qui est simple ou pas simple, ce côté pub volume versus abonné conversion? C'est très compliqué. Très compliqué. C'est l'équation la plus compliquée, qui est le nœud au cerveau quotidien. Est-ce que ça, c'est un potentiel en gratuit, en payant? Est-ce que ça, si on fait ça, on va réussir à bien le monétiser? Donc là, on travaille sur des modèles de valeur. On essaie de mettre en face de chacun de ces contenus une valeur financière pour essayer de pouvoir arbitrer. Qui arrive, qui est calculé automatiquement. Qui est calculé automatiquement. À quel moment? Au moment de sa publication. Alors, selon plusieurs critères, son sport, sa catégorie, son format, etc. Et puis après, comment on va le mettre en avant. Et voilà, et ça nous permet, avec la rédaction, d'essayer d'arbitrer mieux. Typiquement, on a fait évoluer ça. Jusque-là, on essayait de garder cet équilibre 50-50 dans la mise en avant des contenus gratuits et payants. Parce qu'on a beaucoup plus de contenus gratuits, mais dans la mise en avant sur les premières positions de la page d'accueil. Ce modèle-là nous a montré que non, en fait, pendant un temps fort d'actu, il faut qu'on aille à fond sur le gratuit. Parce que là, on touche des occasionnels, là, on touche des gens qui viennent pour un résultat, une information. Ouais. Et c'est tellement massif qu'il faut ouvrir à ce moment-là et qu'il soit là. Il faut ouvrir. Le potentiel pub est beaucoup plus important. Voilà. Il faut pousser des contenus gratuits et les mettre plus longtemps en avant et dans les temps plus creux. Là, à l'heure, début d'après-midi, matinée, là, faut aller à fond sur le payant parce que là, tu touches les fidèles et eux, tu peux les transformer. Voilà, donc on essaie de travailler ce modèle et on essaie de le faire évoluer pour être beaucoup plus pertinent et optimiser notre performance. Puis ce qui aide à prendre des décisions, parce que j'imagine qu'après, sans entrer dans les détails humains, t'as des équipes qui, eux, sont incentivées plutôt à la pub, d'autres à l'abonnement, donc ces arbitrages, parfois, peuvent être un peu douloureux. Donc si t'as une matrice un peu claire, ça aide. Après, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans les équipes côté éditeur, il y a évidemment la régie, leur objectif, c'est de vendre de la pub. Mais côté éditeur, tout le monde travaille à la fois pour le gratuit et le payant. D'accord. Eux sont... Voilà, on a essayé de casser ces silos, l'équipe gratuite, l'équipe payante, parce qu'au final, ça crée beaucoup de friction et pas beaucoup de valeur. Et surtout pour l'utilisateur final. Exactement. Et après, oui, c'est une équation qui est très compliquée, parce que on n'a pas des moyens éditoriaux exponentielle, même plutôt dans les dernières années à la baisse. Donc, il faut comment on est capable de jouer tous les coups, comment on est capable de aussi bien traiter le payant qui demande plus de temps, tout en traitant bien le gratuit, tout en allant chercher de l'occasionnel. Non, pour la rédaction, c'est un exercice qui est très compliqué. Ouais, j'imagine bien. C'est quoi les principaux canaux d'acquisition aujourd'hui de ces abonnés? C'est le site, c'est vraiment les contenus et le site et l'application. Okay. Après, on a eu aussi une nouveauté importante qui nous sert bien sur l'abonnement, c'est que
début 2023, on a décidé de loguer tous nos lecteurs. De se dire, bon, c'est super, on a une audience anonyme, on a 11-12 millions par mois, on en a 2,5 millions par jour. Mais on avait 15-20% d'utilisateurs logués, gratuits. Et donc là, on a fait un grand plan pour accélérer là-dessus. Aujourd'hui, là, on est à 80% de notre audience sur les apps qui est loguée au quotidien. Sur les apps. C'est plus facile d'un point de vue expérience utilisateur? Beaucoup plus facile. C'est des gens beaucoup plus engagés. Ouais. Oui. Déjà. Tu fais l'effort déjà de télécharger une app. Donc, tu es déjà dans quelques étapes un peu techno, store, installation, scroller, et donc tu as un onboarding dont les gens ont l'habitude, c'est ça? En tout cas, nous, on a commencé par t'installes pour la première fois l'application. Il te faut un compte. Fresh install, tu dois te créer un compte sinon tu peux pas y accéder. Donc ça, on a bien progressé. Et là, on est passé à une deuxième étape là récemment où tous les gens qui faisaient un certain nombre de visites, au bout de X visites dans une période, pareil, t'es obligé de te loguer, de te créer un compte si jamais tu veux continuer. Donc une espèce de data wall. Ouais, login wall. Et donc ça, aujourd'hui, on est à 80% sur les apps, on est à 50% au global si tu prends web et app. Donc c'est vraiment natif, ça commence à faire beaucoup de monde, c'est des gens qui sont qualifiés, qu'on connaît beaucoup mieux. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, le CRM et le mailing commencent à être un gros levier d'acquisition d'abonnés. Ouais. Parce qu'on peut leur parler, c'est ses lecteurs, c'est ce qu'on appelle ça nos membres. Ouais. C'est nos membres, on les connaît, on peut les cibler, on peut les travailler. Et aujourd'hui, ça devient un gros levier de recrutement. Et donc là, aujourd'hui, pour engager les gens, enfin les inciter à se créer un compte sur le site, c'est encore possible de le faire sans compte. Vous n'êtes pas encore prêt à, comme un M6+ ou un TF1, à dire si, comme l'app, c'est obligatoire. Si tu accèdes à nos contenus, ce serait trop radical? En tout cas, sur le web, on voit qu'il y a quand même un taux de déperdition qui est beaucoup plus fort. C'est pour les occasionnels, justement. Voilà, pour les occasionnels. Donc, on est en train de travailler d'où ils viennent, en fonction de leur visite, s'ils sont, voilà. Donc, on est en train de travailler ça. On a une ambition, c'est qu'à la fin de l'année, globalement, on soit à 100% sur les apps. Ou début 2025. Et sur le web, on pense qu'on n'atteindra pas plus que 70-75%. Ça sera notre max. On pense ce qui est déjà beaucoup. Hein. Je connais pas les chiffres de tous les médias en France, mais chez les gros, quelque part... Je pense qu'en tout cas, sur les médias d'information, de presse, on est vraiment au-dessus de... Enfin, il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette stratégie-là. Voilà. Et nous, on ne veut pas non plus le mettre sur des contenus, en disant crée-toi un compte gratuit pour accéder à un contenu. C'était une longue discussion, parce que déjà, c'est compliqué de raconter la différence entre un contenu gratuit et un contenu payant. Donc, si en plus on rajoute ce niveau intermédiaire, voilà, on a peur de... En termes du X, de perdre trop de monde, on comprend pas. Bon, c'est comprend pas. Je suis bloqué, ça veut dire que je dois payer. Enfin, on me demande à créer un compte, est-ce que je m'abonne ou je m'abonne pas? Donc, voilà. Et donc après, on a la chance aussi d'avoir une offre vidéo riche, notamment d'événements en direct, on y reviendra. Et c'est là-dessus, on a mis le login wall depuis le début. Et... Ça marche bien avec les vidéos. Ouais. Tu vois, je parlais de TF1, d'M6, est-ce que c'est passé dans les habitudes des gens Ouais, je pense que c'est... Il n'y a pas de raison, tu vois, c'est un contenu de texte, un contenu vidéo, mais en fait, on a eu tellement aussi l'habitude du tout gratuit en un clic. Après, peut-être que tu te dis que, en fait, tu peux pas le voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ce côté un peu unique. Nous, on parle du direct, c'est là où on fait nos gros pics de création de compte ou de log, c'est sûr. Quand on diffuse un match de tennis, de ce que tu veux, c'est là où on fait les gros pics. En fait, les gens peuvent le voir que là, ils veulent le voir maintenant. Ils peuvent pas se dire, attends, je vais trouver un autre moyen plutôt que m'emmerder à créer un compte. Ouais. Donc ça a été, ça c'est vraiment cool et c'est, je trouve, une très belle réussite d'avoir pris beaucoup d'avance là-dessus et surtout maintenant la régie a de la donnée qualifiée. First party, qui maîtrise. Et ça se monétise. Et ça se monétise mieux. Et les gens remplissent un peu le formulaire. Donc j'ai un compte, je suis pas abonné à l'équipe en toute transparence, mais j'ai un compte et je sais qu'il y a dans l'espace perso tout un formulaire où je pourrais donner ma date de naissance, etc. Les gens le font. Ouais, aujourd'hui, alors sur tous nos comptes, on a 60% de gens qui sont qualifiés, donc avec genre et âge. D'accord. Donc on leur a rien demandé, c'est pas obligatoire. Ah si, maintenant c'est obligatoire. Ah, donc c'est peut-être parce que j'ai un vieux compte. Ok, ça va changer au fur et à mesure, vous rajoutez. Mais bientôt, on va te ressolliciter pour que tu nous donnes quelques infos. Mais donc ça c'est un vrai changement et surtout c'est un vrai vecteur, notamment pour l'abonnement d'accélération du recrutement. Ouais, parce qu'on peut vraiment les engager, nos membres, et les faire passer abonnés en les faisant plus consommer, en leur proposant la bonne offre en fonction de ce qu'ils consomment, etc. Et c'est pour ça qu'ils s'abonnent. Vous les connaissez, tu peux proposer les bons contenus. Ils deviennent bons consommateurs, ils reviennent et puis ils finissent par s'abonner. Exactement. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est simple à dire, mais ça prend des années à mettre en place ce genre Ça prend des années, surtout c'est un... de strat. Entre guillemets, t'as une crainte, quoi.
Ouais. On va perdre plein de gens, on va pas y arriver. Je me souviens très bien des premières discussions avec certains. Non, mais vous êtes fous, on va perdre 50% de l'audience. Et non, et donc c'est ça qui prend du temps, c'est d'y aller. Et puis quand tu y vas, et puis tu vois que ça marche, c'est satisfaisant, et puis ça laisse des perspectives. Exactement. Effectivement, avoir un peu de données qualifiées comme ça pour les annonceurs, c'est de l'or. Évidemment, on sera pas... Les GAFA en auront toujours plus que nous. Hein. Mais ça permet de pouvoir réévaluer un peu les CPM, de vendre des campagnes différemment. Nous, on a un enjeu sur le betting, par exemple, qui est quand même un annonceur important chez nous. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, la loi dit que tu dois t'adresser qu'aux plus de 18 ans. D'accord. Et ça, tu peux rassurer un annonceur. Voilà. Tu peux dire, maintenant, tu sais que sur telle et telle campagne, on ne ciblera que nos logués qui ont plus de 18 ans, selon leur déclaration. Mais t'es déjà beaucoup plus propre que ce que tu fais aujourd'hui avec des DMP, avec du cookie tiers, etc., qui en plus disparaîtra bientôt. Ouais. On ne sait plus trop quand maintenant. Mais... Oui, c'est on sait se reporter, c'est un peu le... Mais donc non, ça c'est vraiment une bonne stratégie qui paye aujourd'hui. Et qui nous donne des vrais atouts pour la suite et qui nous rend assez confiance à la suite. C'est quoi le taux de churn de l'équipe ? On communique pas dessus, mais il est de quelques pourcents tous les mois. Donc, ce qui est certain, c'est souvent les gens ont du mal à s'en rendre compte, mais c'est qu'on arrête de recruter. En 18, 20, 24 mois, t'as plus un abonné. C'est fini. C'est fini. Ça, c'est terrible. Ouais. Et tu saurais l'expliquer, oui, les gens s'abonnent pendant un moment, puis passent à autre chose. Alors forcément, il y en a qui restent abonnés toute leur vie, etc. Mais c'est une hardcore basse fine. Non, les gens, au bout d'un moment, en fait, se désabonnent. Donc, il faut tout le temps aller chercher des nouveaux abonnés. Tout le temps aller chercher des nouveaux abonnés. Il y a quand même un enjeu il y a quand même dans le churn beaucoup de churn involontaire. Ouais. Carte bleue qui expire, problème de paiement. Plein de choses. Ouais. Donc là, on vient de changer de solution de paiement, de la stack de paiement pour essayer de s'améliorer là-dessus. Qui est plus performante, enfin, on espère. On espère. Ouais. Oui, pardon, si tu veux pas me dire non. On avait un truc un peu... Non, mais en plus, les premiers résultats sont vraiment bons. On avait un truc un peu alambiqué avec un partenaire américain qui parlait avec une banque espagnole. Enfin bon, je te passe les détails. Donc là, on a tout mis chez Adyen. Donc un des très gros acteurs. Gros PSP. Très gros PSP, qui fait également le côté banque et acquéreur. Donc voilà, donc notamment pour des taux d'acceptation meilleurs dans les banques. Comme nous, on avait un truc un peu alambiqué, les banques françaises, elles se disaient, mais c'est qui ce PSP ? De temps en temps, ça pouvait être un peu... donc un petit truc de vigilance où il faut double valider ou ce genre de choses, et puis donc tu perds forcément un peu au passage. Donc voilà, et donc là, on a bien amélioré, donc ça c'est cool sur les taux de réussite. Et du prélèvement ? Du prélèvement, on l'a pas encore mis en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voulait changer d'outil de paiement, et maintenant, avec Adyen, on va mettre en place le prélèvement, on va proposer d'autres alternatives que la carte bleue. D'accord. Mais oui, bien sûr, il faut qu'on... Parce que le prélèvement, tu vois, nous, on loue des bureaux, et en fait, on insiste pour que les gens fassent du prélèvement, limite, même payer un peu moins cher, ou à l'inverse, faire payer les gens un peu plus cher s'ils refusent le prélèvement, mais c'est quand même le Graal, quoi. Et après aussi, sur comment travaille le churn, on essaie d'engager beaucoup plus nos lecteurs. Ouais. Et ça marche pas mal. On est aussi assez content des résultats. Où en fait, on a une offre engageante 1 an avec paiement mensuel, qui est 1 ou 2 euros de moins. Ouais. Ou des paiements upfront, c'est-à-dire je paye tout de suite toute mon année. Toute mon année ou mes 2 années. Ouais. Et j'y croyais moi pas énormément, mais en fait, ça marche vraiment bien. Et donc là, c'est le rabais qui. Ouais, c'est le rabais qui fait la différence. Donc là, on est souvent sur des ex-abonnés et qui reviennent en disant « Ah ouais, c'est moins cher, je l'ai pendant 2 ans, je suis tranquille, je paye maintenant. » et c'est le bon plan et je sais que je vais apprécier le truc. Voilà. Et après, on a tout l'enjeu de les faire consommer aussi. C'est vraiment la clé. On sait qu'au bout de 7 mois de conso, globalement, le taux de churn est divisé par 2 ou par plus. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on arrive à les garder longtemps, à les faire consommer régulièrement pendant ces 7 mois. Ouais. Et derrière, on les gardera vraiment beaucoup, beaucoup mieux. C'est du taf, hein, ça. Ouais, ça s'arrête jamais. Donc 2024, grosse année en actualité sportive. Ouais. Je sais qu'on en avait parlé, t'expliquais un petit peu justement cette saisonnalité, etc. Je sais pas si on avait parlé à l'époque d'anticiper 2024, mais donc année de JO en France, à Paris et l'Euro. Comment est-ce que vous êtes organisé autour de ça ? Parce que alors il y a plein de questions derrière, forcément. Je pense que vous travaillez dessus depuis des années, mais c'est quoi un petit peu le dispositif ? Ouais, c'est évidemment une année comme on n'a jamais connu à l'équipe. Hein. C'est très clair. Des Jeux Olympiques d'été en France. C'est vraiment. On sait que ça va être
très très gros. Ouais. C'est que ça va être énorme. On a du mal à le mesurer parce qu'on n'a pas de comparatif. Ouais, c'est ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Et puis c'est vraiment cet enchaînement Euro, JO, et oublions pas les Paralympiques à la rentrée. Bien sûr. Enfin, au début septembre, qui est vraiment cette période charnière. Ouais, alors l'Euro, je vais pas l'évacuer parce qu'évidemment ça sera très gros en audience, très gros en trafic, très gros en vente. Si les Bleus vont loin. Ouais. Il y a toujours cet inconnu, effectivement. Toujours cet inconnu qui est clé, hein, évidemment. Le lecteur de l'équipe, il est chauvin. Enfin, dans le sport. Le fan de sport, globalement, est chauvin, que ce soit son club ou son pays. Ouais. Donc, dispositif assez classique sur l'Euro. Enfin, classique comme les autres années, mais c'est quand même beaucoup de... Oui, c'est quand même beaucoup de mobilisation. C'est une trentaine de reporters en Allemagne, des photographes... beaucoup de gens mobilisés au siège à Paris, évidemment, mais bon, on connaît ces classiques. Oui. Bon, voilà. C'est tous les 2 ans, Euro, Coupe du Monde. Mondial. En plus là, c'est en Allemagne. Bon, voilà. Vraiment, c'est... Rodé, on peut le dire. Après, les JO, c'est complètement nouveau. C'est chez nous, c'est à la maison, quoi, en bas de l'immeuble. C'est ça qui est incroyable. Donc, ouais, avec très, très gros dispositifs. Ça fait 3 ans qu'on s'y prépare. On avait vraiment lancé le coup d'envoi des JO, nous, à 1000 jours des JO. On avait fait un numéro spécial qui retraçait le lien entre Paris 1924, les derniers JO d'été en France, et Paris 2024. Donc ça, c'était le lancement. Le fait qu'on a commencé à avoir une rubrique, des contenus, des journalistes dédiés à ça. Et là, ouais, ça va être un très, très, très gros dispositif. C'est 70 accrédités, donc 70 reporters sur le terrain. Après l'AFP et France Télé, on est le troisième média français le plus accrédité. D'accord. Vraiment très largement au-dessus des autres. Au-dessus même des autres pays ou non, pas un pays comme les États-Unis en fait. En presse papier, ouais, on sera sans doute on n'a pas tous les chiffres, mais ouais, on sera très très gros. Ouais. Et on sera vraiment partout avec plusieurs reporters, des photographes de Tahiti à Marseille, à Châteauroux pour le tir, partout. Et puis surtout. Ça, c'est une nouveauté pour nous, tous les à côté, qu'on traitait évidemment beaucoup moins. Voilà, juste pour un titre de comparaison, Tokyo, c'est 30 reporters. Oui, d'accord, donc là, on est à plus du double. Plus du double. Donc évidemment, c'est parce que aussi, c'est là et c'est... Oui, et puis tous les à côté, comme tu dis, effectivement, que tu n'aurais pas forcément traité... Exactement, la sécurité, les transports... le politique, évidemment, tout ça. Tout. Effectivement. Et donc, c'est ça qui va être nouveau, et avec un vrai enjeu... de comment on rend tout ça digeste, comment le contenu est accessible facilement. Tout ce volume de contenu. Voilà, ça va être 200 contenus par jour à peu près publiés versus 120, 130 en temps normal. Et donc justement, vous avez des pistes d'amélioration ou des clés d'entrée un peu différentes, des sites dédiés. Alors déjà, on a beaucoup travaillé depuis 3 ans sur se remettre à niveau avec cet objectif-là en tête. Ouais. Sur des pages... Se remettre à niveau ça veut dire quoi, sur des sports par exemple, ou non, sur de structure de page? Structure de page, des enjeux techniques, des outils, des refontes de pages d'accueil qu'on a fait il y a 1 an, mais toujours avec les JO en tête. Là, ce matin, on a lancé la nouvelle page des directs, où tu as tous les scores, dans lequel on mixe à la fois notre partie vidéo et scoré, donc est nouveau. Maintenant, tu peux faire un direct de hockey sur gazon si tu veux, ce qu'on pouvait pas faire avant. Et alors pourquoi on pouvait pas le faire avant? Parce que c'était pas la bonne trame avec les... Parce que la structure de notre... était faite pour le foot. Était faite pour le foot, pour quelques sports, et n'était pas multisport et omnisport. Voilà, donc on s'est dit, voilà, il y a ça, il faut surtout qu'après, on en a un héritage, parce que ça va être formidable pendant 15 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Mais si derrière, on va pas faire 1 an de dev pour 15 jours, quoi. Oui, parce que tu feras pas d'autres couvertures de live pour le gazon. Enfin, le hockey sur gazon, par exemple. Mais pourquoi pas, si la France va en finale d'une Coupe du Monde ou d'un championnat d'Europe. On sait jamais, tu vois, le tennis de table, les frères Lebrun, tout le monde en parle, ils ont une hype énorme. Vous avez fait un documentaire dessus. Je sais plus si c'est un podcast ou un documentaire. On a fait un enfant de style. Exactement, on récupère des images de leur jeunesse et ils les commandent pour nous. Ouais, c'est sympa. Et donc voilà, tout ce travail-là, et donc pendant les JO, tous ces contenus, il y aura de la personnalisation, tu pourras choisir tes sports, il y aura beaucoup de nouveaux modules qui vont essayer de te simplifier la vie en disant ce qu'il faut pas rater aujourd'hui, ce qu'il fallait regarder il y a 2 heures, etc. Énormément de services pour essayer de faciliter la vie des JO de nos lecteurs, et avec notamment aussi un truc auquel on croit pas mal, qu'on a lancé un gros guide des JO numérique. Ouais.
qui doit, pour nous, si ça marche, devenir un peu le compagnon de chacun qui va suivre les JO. Il est sorti, il est disponible? Pour l'instant, il est disponible, il est sur le site. Mais vous l'avez pas annoncé? On l'a annoncé, mais on l'a pas beaucoup mis en avant pour le moment, parce qu'on n'est pas encore vraiment dans le truc. Avec une présentation des 400 athlètes français qui seront engagés. Donc tu sauras tout sur eux. Et ça y est, vous avez fini la contribution des 400? On connaît pas encore tous les qualifiés. Globalement, c'est prêt. Et surtout, de tous les sports, il y a 47 disciplines. Je pense que si je te demande comment on compte les points au beach volley ou même au tennis de table, je pense que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Non, on joue tous encore à l'ancienne sur le 21 points. Voilà, ça n'existe pas. Les 5 services. Exactement. Non, je sais que et ça n'existe plus, mais bon, c'est toutes ces questions-là. Et ça, c'est sympa de pouvoir réexpliquer. Et que tu vas avoir une épreuve où tu es devant ta télé. Attends, mais comment au basket 3-3, pourquoi ils comptent les points comme ça? C'est du basket, mais ils comptent pas pareil. Donc, voilà, tout cet enjeu, et ça, c'est notre focus éditorial, de mixer évidemment ce qu'on est, c'est-à-dire l'expertise, l'information sur tous les sports et des sports qu'on traite de toute l'année. Nous, on s'est pas réveillé pour traiter l'escrime comme la plupart vont faire. C'est pas une critique. Non, mais évidemment, voilà. En même temps, on vous attend là-dessus, mais évidemment. Donc il y a ça et il y a aussi le côté très grand public. On sait qu'on va toucher des gens. Le sport, ils s'en foutent le reste de l'année. La Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est pas leur sujet. Mais là, ils vont peut-être s'enflammer pour de l'escrime ou du taekwondo. Comment tu donnes quelques petites clés de lecture, de compréhension? C'est ça, vraiment la stratégie éditoriale, c'est vraiment ce mix très grand public, tout en continuant à servir nos lecteurs les plus fidèles qui veulent de l'analyse, de l'expertise et de l'information pointue. Et il y a des sports, des disciplines que vous allez plus mettre en avant parce que coup de cœur, parce que espoir de médaille, parce que... Après, il y a les grands sports olympiques, l'athlé, la natation, voilà, mais c'est sûr que là, cette année, le basket, le volley, le hand, qui sont avec des vraies chances de médaille. Le judo, bien sûr, mais ça... toujours un peu. Ça fait partie des grandes... Judo, escrime, natation... Des grandes fédés où on a des grands champions. On sait qu'on rapporte toujours des médailles. Mais là, on sera vraiment présent partout. Et puis, on aura beaucoup de reporters aussi volants qui iront en fonction de ce qui se passe. Donc, non, on n'a pas choisi. Ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il y aura un engouement... pour le basket 3-3, pour le breakdance, pour le BMX, notamment tout ce qui va se passer à la Concorde, parce que ça va être des images incroyables. Ça va être fou. Donc, en termes d'images, ça va être assez... Donc, je pense que la télé va beaucoup jouer là-dessus. Enfin, tu vois, il va y avoir tout ça, ce défi de... on est prêt, on sait comment on va le traiter, mais évidemment, les JO, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu vas avoir une surprise qu'on n'attendait pas. Et il y en aura. Et il y en aura, j'espère, sinon on va s'en... Et beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, beaucoup de... peu, parce qu'on n'est pas le diffuseur officiel. Donc, ça, tu peux rappeler, donc vous n'avez pas le droit de capter, si tu peux capter mais pas diffuser, ou t'as pas le droit, t'as pas d'image vidéo. T'as même pas le droit de rentrer avec une caméra dans un site olympique, parce qu'on n'est pas diffuseur officiel. Avec un appareil photo, oui, mais pas... Avec un appareil photo, oui, mais s'ils se rendent compte que tu fais de la vidéo avec... tu te fais défoncer. Tu te fais retirer ton accred. Non, et le CIO là-dessus est redoutable. C'est ce que j'ai pu comprendre. Et c'est pareil, ils sont bien rodés, eux. Ils sont bien rodés. Donc non, pas beaucoup de vidéos. Après, c'est toujours ce qu'on essaie de faire en vidéo. Des décryptages, des analyses avec nos journalistes. Et là, on aura quelques JRI quand même qui tourneront dans Paris pour des sujets, on va dire, un peu plus ambiance, société. On aura quand même une émission. Des interviews de sportifs, une fois sortis. Exactement. Ou ce genre de choses. Même si ça, non, en théorie, c'est réservé aux diffuseurs officiels. Après, tous les Français, ils passent au Club France s'ils sont médaillés. Donc, au Club France, ça sera à la Villette. D'accord. Et ça, le Club France, vous êtes... On aura un studio, donc on pourra accueillir tous les sportifs français médaillés, ou même les autres. Et on aura aussi une émission en direct tous les soirs sur les réseaux sociaux et sur le site, avec deux journalistes qui se baladeront au Club France et qui iront un peu humer l'ambiance, discuter avec si toi et moi on y va, le grand public, les sportifs. Donc sur la vidéo, c'est pas l'axe majeur. Là où on a fait plus, c'est en amont, parce que tout l'enjeu, c'est aussi avant les JO. Donc on a lancé pas mal de documentaires. Tu parlais de celui de Frère Lebrun. Là, on en lance un le 3 juin. On est allé à la rencontre de 5 athlètes à travers le monde, et on les a suivis pendant 6 mois pour voir comment ils se préparaient aux JO. Quelqu'un en Inde, une personne au Maroc, une personne en Ukraine. Donc c'est un super doc qui s'appelle Espoir et qui est vraiment canon. Donc on a fait pas mal de contenu vidéo en amont, pas mal de podcasts aussi pour faire monter la sauce. Et on aura un podcast quotidien aussi pendant les JO, là, tous les matins. Un portrait, un sujet sur un médaillable possible du jour. C'est pas mal aussi, qui annonce un peu la journée. Et est-ce qu'il y a sur certains des angles, tu vois, je pense par exemple au Monde qui a le chat avec un ton caustique, tu vois, ils ont un peu une signature là-dessus. Est-ce que vous avez des angles particuliers que vous avez décidé de mettre en place pour les JO?
On va continuer un traitement assez classique, on va pas faire évoluer. En termes d'innovation, on a ce guide, là, ce compagnon là, qu'on espère vraiment c'est une réussite. On va avoir un petit, ça fera peut-être le lien avec, j'imagine qu'on parlera tout à l'heure d'intelligence artificielle. Oui. Mais on va avoir un chatbot pour toutes les questions que tu te poses sur les JO, qui répond à quelle heure est la finale du 100 mètres, d'accord. Où ça se passe, quel est l'âge de Léon Marchand, où il a été formé, enfin voilà. Et là, on se base uniquement sur nos contenus. On va pas chercher les contenus ailleurs, mais on a nourri une IA. Presque robot. Il est quasi prêt. Il est en train de sécher. On y reviendra sur l'IA, ce qui est sans doute un des sujets, c'est que c'est souvent quasi prêt, mais c'est pas prêt. Bon, après, c'est surtout une question de marketing. Comment tu peux le tester, enfin le mettre à disposition des gens en disant attention, c'est pas magique non plus. C'est pas magique. Non. Voilà, donc on aura ça comme truc un peu marrant, auquel on croit pas mal et donc voilà, ça va être très très gros. Ça va être effectivement très. Et sur les JO paralympiques, il y a des choses particulière pour se dire les choses. L'engouement sera forcément pas le même, hein. Tu vois, c'est hyper bien mis en avant, je trouve, par l'organisation, etc., pour qu'on l'oublie pas. Vous attendez à quoi, vous? On sait pas trop, vraiment. On pensait déjà que ça prendrait beaucoup plus en billetterie. La billetterie, je crois qu'à 20% de remplissage, je crois. Donc, donc c'est inquiétant, oui. À ce stade, ouais. Je pense que c'est inquiétant. Après, j'ai pas de référentiel, hein. Ouais. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la rentrée. Parce que ça commence le 28 août, hein, donc on est dans la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, ça peut prendre. Voilà, nous, on aura 10 reporters. On passe de 70 à 10. Mais on est 10 fois plus qu'à Tokyo. On avait un reporter. Faut voir ça, le verre à moitié plein. Donc, non, en tout cas, c'est très important. On va pas se le cacher aussi, ça intéresse pas mal d'annonceurs. Ouais. Oui, voilà. etc. C'est des belles images. C'est des belles images. Donc, faut être là, ne serait-ce que pour cette. Faut être là, et puis je pense que non. Et puis, nous, on veut essayer de traiter le handisport, de bonne manière. Ouais. On aura quand même quasiment 10 pages tous les jours dans le journal. Donc c'est quand même c'est conséquent. Mais non, les attentes, elles sont plus aujourd'hui d'un point de vue financier avec pas mal d'annonceurs. En termes d'audience, d'engouement et d'intérêt des Français pour le handi. C'est l'inconnu encore. C'est l'inconnu. On avait diffusé sur la chaîne L'Équipe les championnats du monde d'athlétisme, de para-athlétisme, qui avaient lieu à Charletti l'été dernier. Ouais. On avait plutôt des bonnes audiences. On avait été plutôt agréablement surpris par les audiences. Après, ce qui était un peu emmerdant, c'est que le stade était vide et des images de sport avec un stade vide. Ouais, c'est tristoun. Ça fait pas rêver. Non, ça c'est un peu tristoun. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à remplir tout ça. Ouais. Bon, écoute, à suivre, on verra ça à la fin de l'été, effectivement. On peut parler effectivement d'IA générative, hein, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup sur Mediarama. Alors forcément, je te pose la question, même si je connais la réponse. Est-ce que vous avez déjà mené des tests au sein de l'équipe? Ouais. Oui. Donc pas mal de produits. J'ai aussi vu l'outil sur les commentaires. Ouais. Voilà, que tu peux nous raconter un petit peu votre strat sur l'IA générative, puis les quelques use cases là que vous avez mis en place dans ce robot. Ouais, il y a ce robot que j'évoquais. En fait, on a mis en place un groupe de travail avec pas mal un peu tous les services qui se réunissent régulièrement. C'était une initiative en cours qu'on teste. Et il y a cette idée qui est venue aujourd'hui, on a près de 300 000 commentaires qui sont postés chaque mois sous nos articles. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Alors c'est pareil, j'ai pas énormément de référentiels, mais c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup moins sur Le Monde, par exemple. Alors déjà, il y en a beaucoup qui réservent à leurs abonnés. Ouais. Nous, on l'ouvre à tout le monde. Faut être logué. Faut être logué toujours. Vous êtes toujours. Non, mais bien. De toute façon, les gens ont tellement envie de commenter. Et c'est. Alors, pardon, je mis des digressions. Tu connais la répartition des commentaires? Il y en a combien sur le foot? Sur les commentaires, je l'ai pas, mais que 70% du trafic du site, c'est du foot. Donc, je pense que 70% des commentaires, il n'y a pas de raison que ça soit très différent. Ouais, donc voilà, c'est une communauté, c'est un peu une communauté, un peu un état dans l'état. Ils ont leur code, leur truc. On pense que ça a une vraie valeur. On sait pas vraiment comment l'utiliser, à part, ok, vous avez votre service entre vous, vous commentez. Vous parlez, vous parlez, ça peut faire marrer le lecteur de l'article qui lit les premiers commentaires, les plus likés, les trucs. Bien sûr. Petit truc. Mais, on avait du mal à avoir la teneur et tu vois la tendance de ce que disaient tous ces commentaires. En fait, la matière qu'il y a, elle est très riche et en fait, on n'en faisait rien. Et on s'est dit, mais en fait, les l'IA générative doivent sans doute pouvoir nous apporter quelque chose en résumant. On a pris un certain nombre de règles, les X premiers commentaires qui ont le plus de likes, des likes plutôt positifs, parce qu'évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a 300 000 commentaires publiés. Mais la réalité, c'est qu'il y a 450 000 commentaires postés. Ouais. Parce qu'il y en a 150 000 qui passent pas le filtre de la modération. Modération automatique, humaine Les deux. Les deux.
Oui, il y a un premier filtre, tout ce qui va être des mots, injures, voilà. Il y a un peu d'IA qui est utilisé par notre partenaire Netino sur le sujet. Ouais. Et derrière, c'est supervisé par des humains. Et donc beaucoup de commentaires. Et donc voilà, essayer de donner une information et d'utiliser cette matière pour apporter, entre guillemets, un service. Que pensent les internautes de l'article, de la des victoire départs de Mbappé à Madrid? C'est pas encore officiel, mais a priori ça va être ça. Voilà, et donc arriver à avoir un peu de matière. Et voilà, et ça marche bien. Et l'IA générative, ce qui marche quand même le mieux aujourd'hui, c'est de résumer un contenu. Ouais. Enfin, peut-être pas le mieux, mais enfin, parmi les qui marche très très bien. Qui marche très très bien. Ouais. Donc surtout, tu prends moins de risques, t'es pas sur la création de contenu non plus, d'informations. Enfin, je veux dire, c'est le bon use case qui fait pas peur, qui rend service, etc. Et c'est pour ça que c'est celui-là qu'on a mis en prod en premier, qu'on a testé que sur le web pour le moment. Ouais. Mais ce qui est intéressant, et là on sort une étude qui a analysé un peu le comportement, c'est que globalement, on a fait une étude, plutôt une bonne note, et les lecteurs sont satisfaits, ils aiment bien. Et surtout, en fait, ça amène à consommer plus et à lire plus de commentaires. Parce qu'ils lisent ce résumé. Et ils se disent à qui on a parlé et vont aller rechercher. Ok, attends, ils résument comme ça. Attends, eux, ils pensent ça. J'ai envie de comprendre comment l'internaute l'a exprimé. Et donc, on a eu un vrai gain sur la lecture des commentaires des gens qui regardaient ce résumé. Donc, ce qui est intéressant, donc plus de temps sur le site, plus d'engagement et toutes les vertus derrière. Donc non, on est vraiment content, très positif. Et donc là, on va le déployer sur les apps à la rentrée pour que ça touche tout le monde. Simple à mettre en place? Ouais, honnêtement, vraiment simple. Quelques jours de dev. Non, mais c'est le directeur technique, un directeur technique, Raphaël Dardot, qui a eu l'idée, qui lui aime beaucoup les commentaires. Ouais. Il adore les lire. Il a fait un POC un week-end. Il est arrivé le lundi, il m'a montré le truc, il m'a dit regarde, on l'a testé en interne pendant quelques semaines. Et après on a affiné le prompt. Mais c'est voilà. Après il peut y avoir quelques défauts où de temps en temps ça rend le truc un peu fade. Parce qu'il essaye de faire la nuance. Certains pensent ça et d'autres pensent ça. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu tiède parfois, mais amélioré. Mais un peu tiède, mais on améliore régulièrement le prompt pour faire en sorte qu'il nous résume bien ça. Et donc non, honnêtement, pas compliqué à mettre en place, intéressant, et surtout comme tu dis, parce que c'est quand même un vrai sujet, l'IA générative au sein d'un média avec des rédactions, ça fait très peur. Il y a une vraie crainte qu'on peut évidemment comprendre. Bien sûr. Qu'on comprend. Et entre guillemets, c'était un premier test facile à faire, voilà, parce qu'on apportait un service additionnel. Ça venait pas remplacer, ça venait pas. Je trouvais ça vraiment bien, tu vois, que ça cochait plein de choses pour un média. Et si on devait aller plus loin, vous êtes quand même donc sur des sports, donc beaucoup de résultats. On cite souvent les résultats de sport comme le bon use case, parce que il y a tellement de matchs qui se passent tous les week-ends en France de n'importe quelle discipline que vous pouvez pas couvrir ça. Est-ce que ça pourrait être un use case plutôt que d'avoir juste une feuille de match avec le score entre tel et tel village dans je sais pas, telle division d'honneur, machin. Après, on est un peu échaudé là-dessus, parce qu'on a fait un test, mais qui était sur de l'IA, on va dire, ancienne génération, qui était peu générative, ou voire pas générative, sur l'état de tennis. Ouais. C'était comme Syllabs ou des. Voilà, exactement. C'était le même genre. Ok. Au final, parce que l'enjeu il est SEO principalement. Ouais. Google, au bout de quelques semaines, a compris notre truc et nous a absolument plus du tout bien référencé sur ces contenus-là. Donc on y pense. Est-ce que typiquement j'arrive dans sur le classement de l'ATP par exemple, il est mis à jour tous les lundis, là il y a un texte qui serait généré sur les évolutions du classement. Qu'est-ce qu'il y a de marquant, qu'est-ce qu'il y a d'important, etc. Ouais. Donc voilà. Après, ça c'est pas simple parce que ça, faut discuter avec la rédac, faut discuter avec les élus. Ça prend un peu de temps. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais on avance petit à petit. Voilà, tu me parlais de use case qu'on met en place. Là, on a audioisé tous nos articles. Bon, il y a de l'IA générative, on bosse avec ETX. C'est ETX qui est... Et là, ce qu'on fait, c'est ça marche, il y a de l'engagement, les gens aiment. Je sais, par exemple, Le Monde l'avait mis en place d'abord sur la matinale, puis sur l'ensemble avec Microsoft, et a priori, ça marchait bien, super taux de complétion, etc. T'as observé quand même des bons usages? Les gens qui l'utilisent adorent. Ouais, ceux qui l'utilisent. Mais ça touche peu de gens. D'accord. Donc là, on fait quelque chose qu'on lance la semaine prochaine, pareil, où en fait, on crée un espèce de podcast qui va agréger les 3 articles sélectionnés par la rédac tous les soirs à 18h. Ça s'appelle la sélection de la rédaction. Et voilà, qui va proposer un truc. Tu pars du boulot, t'as pas eu le temps de lire les principaux papiers importants de la journée.
tu te le lances en écoute audio. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses, hein, ça arrive Ouais, pas mais grand-chose, tu vas toucher la communauté de ceux qui écoutent des podcasts, etc. Donc, à voir. Après, il faudra évidemment qu'on améliore les voix. ouais. Elle s'améliore un peu en Elle s'améliore permanence. en permanence, évidemment. Comment peut-être on a la voix l'équipe demain, Ouais. avec un truc à nous. Ouais. Ça serait bien, ça. Ouais, ce serait bien, carrément. Non, on y Vous y travaille. réfléchissez? Ouais. Ça coûte un peu cher encore de cloner ta voix pour un usage que pour toi. Oui. Ça coûte un peu plus d'argent. C'est pas très cher, mais c'est plus d'argent que d'avoir une voix qui est partagée avec évidemment plein d'autres. Tu prends celle de OpenAI, Scarlett Johansson, quoi. Tu t'en fous. Tu sais pas, t'avais suivi un peu cette histoire. C'est un peu... Non, mais tu vois, nous on a des vraies figures. On a notamment une voix qui est le mec qui fait toutes les bandes annonces sur la chaîne L'équipe, qui est assez identifié. Ouais. Tu te dis, en fait, c'est un peu ça la C'est signature la voix. vocale de l'équipe, où c'est Messaoud Benterki ou Olivier Ménard, nos présentateurs un peu phares de la chaîne. Alors, voix, les gens la connaissent, donc Ça peut être pourrait intéressant. créer du lien. Et après, s'il part, qu'il va ailleurs, c'est Ouais, peu... bah, tu la tu changes. changes peut-être à ce moment-là. Ouais, c'est pas non plus... Donc voilà, donc en tout cas, l'IA, on essaie de faire. On teste plein de choses. J'en parlais tout à l'heure. Souvent, on fait des POC, on teste des trucs. On se dit, ah, c'est super et tout, mais il y a toujours les 10% où ça va merder. Ouais. Et donc, on n'ose pas mettre en prod les produits. Donc ça, on en a quand même beaucoup. On travaille sur la catégorisation d'articles. On travaille sur comment on rajoute plus de liens dans les papiers, comment on fait plus de maillage. Enfin voilà, on a un certain nombre de choses. Mais il y a toujours des trucs qui... Voilà. Donc on a les 90% dit super, puis il y a les 10% qui restent. On a vraiment du mal à franchir. Et que vous n'arrivez pas à craquer ou en tout cas, ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et ça, on a pas mal d'initiatives là-dessus. Et c'est pour ça qu'au final, on pensait lancer plein de trucs. Au final, on a lancé que le résumé des commentaires. C'est déjà ça. Sur la traduction, par exemple, je pense au Monde qui a fait sortir en anglais, alors qui a à la fois traduit de manière automatique et quand même une repasse humaine. Est-ce que ça pourrait avoir du sens que l'équipe propose en anglais? Là, sur les JO, on va avoir un guide papier en anglais à destination des touristes. Voilà. Et donc, on aura un certain nombre de contenus sur le site en anglais. Avec de la trad automatique mais relu aussi. Mais relu aussi. D'accord. Aujourd'hui, il y a quand même cet enjeu de dire que tout ce qu'on publie, notamment avec l'IA générative, il doit être relu. Ouais. Je pense que c'est le minimum. Il doit y avoir une supervision. Au moins une supervision. C'est clair. Pas tout relire, mais qu'au moins tu passes régulièrement un certain nombre de contenus et que tu vérifies qu'il n'y a pas d'incohérence. Et donc aujourd'hui, c'est un des projets de charte qu'on a, qui est d'ancrer ça pour avoir un cadre et pouvoir avancer plus sereinement. Ouais, je pense que c'est le minimum à faire. C'est-à-dire au moins chaque contenu est relu. C'est pas trop mal. Mais voilà, mais après, ce qui est vrai, c'est que l'IA, enfin aussi, là on parle d'opportunités, mais c'est vraiment des menaces aussi pour nous, médias qui je pense sont majeurs. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tant ils ont développé leur modèle de langage en se basant sur nos contenus. Sans vous demander l'autorisation. Sans nous demander l'autorisation. Alors aujourd'hui, tu peux mettre un opt-out. Mais bon, tu sais même pas s'ils le prennent vraiment en compte, parce que tu vois toujours des crawls qui sont faits. Nous, quand tu utilises ChatGPT 4, tu demandes donne-moi les news de l'équipe.fr. Aujourd'hui, il va te sortir des contenus alors qu'on lui dit non depuis 9 mois. Ça, c'est ouf quand même. Mais il te donne surtout des mauvais contenus. Alors peut-être qu'il se base sur nous. Peut-être qu'il se base sur d'autres contenus qui disent selon l'équipe. Ouais. Mais au final, c'est quand même notre marque qui est engagée. Ouais. Il va y avoir tous les enjeux autour du référencement. Si les moteurs de recherche deviennent des moteurs de réponse, qu'est-ce qui se passe? Déjà que Google nous a quand même petit à petit réduit avec tout l'Answer Box, et notamment sur le sport. Tu tapes résultats Ligue 1, t'as tout. Plus beaucoup besoin d'aller venir chez nous. Tu reçois des notifs de résultats sportifs de Google. C'est un truc que je savais pas avant. J'ai pas l'impression d'avoir opt-in et je reçois depuis quelque temps des notifs de l'app Google sur des résultats sportifs, sur de la météo, etc. D'accord. Donc oui, tu sens quand même que il y a un sujet. Et puis je pense qu'il y en a qui peuvent créer des médias rapidement. Je dis pas que ça sera pas l'équipe, parce que nous, je crois que l'IA saura pas encore produire de l'information exclusive et aller chercher des infos. Non. Pas tout de suite, en tout cas. Mais à partir de feuilles de spot, de résultats, etc. En tout cas, c'est un vrai sujet. Voilà, donc et le référencement, c'est sans doute peut-être le premier axe qui va commencer à faire entre Search Generative Experience, Overview qu'ils ont lancé récemment aux États-Unis. Ça pose des questions quand même. Ouais, qui est pas encore ouf en termes de résultats, mais bon, ça veut rien dire parce qu'on sait très bien à quelle vitesse ça évolue et que ça va pas se ralentir. Ouais, et puis il y a un an, on en parlait peu. Ouais. Et on se dit qu'un an après, tout le monde, en tout cas, il se pose la question, réfléchit, teste.
Voilà, donc non, un vrai sujet, et puis quelle relation on aura avec tous ces acteurs. Là, aujourd'hui, vous n'allez pas signer un accord avec OpenAI? Pas aujourd'hui, non. Tu es toujours présent et actif au geste. Est-ce que le geste, la position là-dessus, c'est pareil, c'est d'attendre et de voir, de se rassembler, d'être contre? Ça, toujours, de se rassembler. Après, on voit que c'est pas facile, parce qu'il y en a qui peuvent faire cavalier seul. Souvent, voilà, mais bon, après, on peut comprendre. Évidemment, chacun on peut en discuter. Là, on parle du Monde, en l'occurrence, qui a signé son accord. Après, on connaît pas le montant. Je sais pas si tu as vu News Corp qui a signé avec OpenAI $250 millions sur 5 ans. Ouais. Moi, je pense que c'est pas une bonne décision, mais bon, ça n'engage que moi et je serais ravi d'en discuter. Ouais, non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut prendre l'argent quand il est proposé, ou est-ce qu'il faut tenir, mais en attendant que le régulateur nous aide, qu'on ait une position collective? On se rend compte que c'est quand même pas facile. Non, en tout cas, nous, on est là-dessus. Le geste est là-dessus. Tu vois quand même que toutes ces boîtes-là, elles ont, je vais pas dire que c'est des pirates, mais tu vois, que ce soit un Airbnb quand ils sont lancés, un Uber, Google, Facebook, c'est pas des tendres, et c'est pas à te donner de l'argent. En fait, tu vois, je lisais une newsletter qui dit, c'est vendre ta maison pour en faire du petit bois, pour faire un feu, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis après, mais bon, en tout cas, il va falloir qu'on soit collectif, qu'on fasse valoir nos droits, et que je pense que, un peu comme sur les droits voisins, il va falloir que soit l'Europe, soit la France nous aide à réguler ça, et voilà. Mais ils vont tellement vite, nous on va tellement lentement. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un caractère urgent quand même. Ouais. Il y a un vrai caractère urgent, et j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie prise en compte au-delà de la France doit être un champion de l'IA, l'Europe doit être champion de annonces. Grandes annonces, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les trucs existants? Concrètement, vos contenus sont pillés, sont... Exactement. Nos contenus sont pillés, on fait contester par huissier, et très bien, et derrière. Oui, c'est pas... Voilà. Après, l'autre question qu'on a, c'est est-ce que ils ont besoin de que juste quelques acteurs et qui signent des deals? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'en avoir beaucoup? Parce que ça veut dire qu'en gros, ils vont signer quelques gros, puis après, c'est fini. Ouais. Tu vois, en France, est-ce qu'OpenAI, ça leur suffit pas, juste le monde. Ils ont leurs archives depuis 1945. A priori, ça couvre déjà. Ils ont un peu de texte. Ouais, ils ont un peu de texte. Ouais. Après, vous, à l'équipe, vous avez cette chance d'être un peu unique aussi, d'avoir un contenu un petit peu unique, et puis d'avoir aujourd'hui une base loguée. Ce qui revient pour rebondir et boucler la boucle, l'importance d'avoir une marque forte sur laquelle les gens viennent de manière organique, et un compte, etc. Quoi. Et des contenus forts et exclusifs. Ouais. Et là, ça fait le lien avec ce qu'on a annoncé là, cette semaine, avec le lancement d'une nouvelle chaîne numérique. Sur le football. Sur le football, l'équipe Live Foot. Voilà, c'est des droits exclusifs que nos abonnés, parce que c'est une chaîne qui va être réservée à nos abonnés, pourront consommer chez nous et uniquement chez nous. Et ça, je pense que c'est évidemment indispensable dans une stratégie de médias. Et donc, juste pourquoi on fait ça, c'est qu'on avait jusque-là quelques droits payants qu'on mettait à disposition des abonnés, mais qui étaient, on va dire... épisodique. On avait des matchs, une période. Un championnat. Une coupe, un match, une période. Bon, voilà. Mais c'était pas structuré, t'avais pas de grille de programmation, t'avais du mal à dire voilà. Donc on faisait des gros pics de recrutement qui devenaient un peu du pay-per-view, parce qu'en plus on enlevait le premier mois à 1 euro. Donc les gens payaient directement 7 ou 10 euros pour voir le match, donc ça devenait un peu du pay-per-view. On en perdait beaucoup juste après, mais au final on en gardait quand même toujours un peu, 20-30% X mois après. Donc c'était très positif, et on s'est rendu compte que, ça fait un peu le lien avec tout à l'heure, c'est comment on arrive à annoncer à nos lecteurs, vous aurez ça la semaine prochaine, vous aurez tel événement, vous aurez tel contenu, vous aurez telle enquête, vous aurez tel documentaire. Donc ça s'inscrit là-dedans, et de créer ça autour d'une chaîne, c'est beaucoup plus facile à raconter, beaucoup plus clair comme promesse pour l'abonné. Ouais. Et voilà, et donc là on a des droits chouettes. Donc en plus, avec le lancement, donc là on va avoir tous les matchs de préparation des équipes européennes, sauf la France, à l'Euro. Donc voilà, premier match lundi 3 juin à 20h ou 21h, Allemagne-Ukraine. Donc le pays hôte de l'Euro. Ça c'est exclusif, ou vous avez aussi les droits, d'autres les ont, mais ça c'est exclusif sur le territoire français. D'accord. C'est exclusif sur le territoire français. Donc c'est quand même fort. Ouais, bien sûr. C'est des grosses affiches. Voilà. Et après on va enchaîner avec le 20 juin la Copa América, qui aura lieu aux États-Unis, avec sans doute la dernière compétition internationale de Messi, le Brésil avec tous ses meilleurs joueurs. Puis là c'est super parce que les matchs arrivent juste après la fin des matchs de l'Euro. Donc, tu peux te faire un match de l'Euro à 21h. Puis à 23h ou à minuit, t'enchaînes avec un match de la Copa América. Voilà, t'enchaînes. Voilà. Et on aura, si tout va bien, sans doute le premier match de Mbappé sous le maillot du Real. Ouais. Parce qu'on va avoir la tournée américaine
le Real, le Barça, le Milan, voilà, des grands clubs européens font une tournée américaine. Ouais. Chaque été, on a ces droits-là. Et donc, entre première quinzaine d'août, normalement, le premier match de Mbappé sous le maillot du Real. C'est sympa, ça devrait faire venir du monde, ça sera sur l'équipe. Sur l'équipe Live Foot, ouais. L'équipe Live Foot. Ouais. Et qui est la petite sœur de nos 2 autres chaînes linéaires numériques qui s'appellent l'équipe Live 1, l'équipe Live 2. Ouais. Et tout ça réservé aux abonnés qu'on ne trouve donc que sur l'écosystème digital de l'équipe. Vous n'avez pas fait le choix de la FAST, vous n'avez pas candidaté à l'ARCOM pour avoir une fréquence TNT ? Non, et ça c'est une vraie question, parce que nos chaînes, l'équipe Live 1, l'équipe Live 2, elles sont présentes sur Samsung TV+. Mais comme on veut le réserver aux abonnés, qu'on veut maîtriser la relation avec eux, qu'on veut les travailler pour leur faire consommer évidemment autre chose que ces matchs-là, pour l'instant, on le réserve à nos abonnés sur notre plateforme. D'accord. Et donc, les celles qui sont chez Samsung TV+, par exemple, peuvent servir de cheval de Troie où t'invites les gens, tu fais de la pub pour venez vous abonner à l'équipe, tel contenu, etc. Quoi. Et après, ce qui est vrai, c'est sur ces 2 autres chaînes sur Samsung, c'est des droits qu'on a que en gratuit. On pourrait pas mettre en payant si on voulait le faire demain. T'aurais pas le droit ? Non. En fait, souvent, les ayants droit, ils vendent souvent un canal payant, un canal gratuit. D'accord. Et le canal gratuit est pour du gratuit. C'est la chaîne. Nous, c'est la chaîne L'équipe qui le diffuse. Et puis après, nous, on a les autres événements. Et là, sur le foot, de la même manière, la chaîne va faire quelques matchs. C'est aussi cette complémentarité qui est importante. C'est que la chaîne L'équipe, en même temps que notre Allemagne-Ukraine réservée à nos abonnés, va faire Angleterre-Bosnie. Et donc, la chaîne, qui a une forte audience, qui touche du monde, va dire, vous avez le choix ce soir. Angleterre-Bosnie, vous restez avec nous. Ou si vous voulez, vous pouvez aller voir l'Allemagne face à l'Ukraine sur l'équipe Live Foot sur la plateforme. Donc cette complémentarité entre l'audience forte de la chaîne, très grand public, pour renvoyer du trafic, et voilà, et ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et sur le foot, on pense que ça fonctionnera encore mieux. C'est un beau coup quand même, parce qu'effectivement, vous aviez pas tant de foot que ça. Or, on sait quand même que c'est le sport principal. Donc on a sorti une chaîne 100% foot. C'est et puis surtout avec une vraie promesse, une vraie histoire à raconter à nos lecteurs. Il y aura du contenu H24, pardon. H24, ouais. C'est une vraie chaîne. Ouais, c'est une vraie chaîne avec que du foot. On avait hésité à faire des émissions de débat et tout, ou remettre des événements que la chaîne pouvait diffuser en replay. Mais non, c'est que du foot. Toute la journée, tu auras du foot et voilà. Et puis après, on a aussi des matchs de la zone Afrique, on a des matchs d'Amérique du Sud. Et on aura aussi des grands clubs, parce qu'on a la Coupe d'Italie, la Coupe d'Espagne et la Coupe d'Allemagne. Ouais. Donc on pourra voir sur cette chaîne à la rentrée. Et puis à suivre après en fonction. Si ça marche, je pense que ça me donnera des moyens d'aller chercher d'autres droits. Exactement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme Exactement. On dit. Bravo pour tout ça, Emmanuel. C'est plutôt excitant. Donc bravo à toi, aux équipes, etc. Et puis, avant de te souhaiter de bons JO, un bel Euro, est-ce que tu as un truc cool que tu as vu passer ou à nous conseiller ? J'y pensais en venant. Il y a un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute, mais que évidemment peut-être tes auditeurs connaissent, mais c'est le podcast des Others. Ouais. Sur l'aventure, la rando et Thomas Fier que j'avais eu et qui te transporte toujours. Et vraiment, leur dernière saison, là, je m'écoutais ça ces derniers jours en courant. Très, très, je trouve que c'est vraiment cool. C'est le bon podcast pour courir ? Ah ouais. Notamment un dernier qui raconte une femme qui a longé toutes les Appalaches, là, sur 3000 km pendant 3 mois. Elle te raconte ça. T'as envie de continuer à courir des heures, quoi. Ouais, c'est bien. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment remarqué que c'était moi aussi les podcasts qui me permettaient de courir le plus longtemps. Tu sais, c'est vraiment quand t'es captivé, t'es pris par le truc, tu oublies totalement que t'es en train de courir les kilomètres versus de la musique ou d'autres choses. Ça t'évade. C'est une belle réussite. Non, c'est vraiment une très belle réussite. Et bon, voilà, c'est pas une grande nouveauté. Non, mais c'est cool. Et tous les auditeurs, forcément, n'écoutent pas. Donc, voilà, je mettrai pareil un lien vers les podcasts et vers le site des Others. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup, François. Bon courage pour cette grosse séquence à venir. T'as eu le droit de prendre des vacances ? À partir du 11 août. À partir du 11 août et pour être revenu pour les Paralympiques. Bon, ça fait 3 semaines, c'est pas mal. Ça devrait aller. Merci Emmanuel et à Heureuse d'un rendez-vous dans, je sais pas, on fera le bilan peut-être ou dans 3 ans. J'espère qu'on se reverra encore. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.